Chaix-Marie Pierre qui a donné procuration à moi-même. Le Breton Frédéric. Présent. Riffard Olivier Martine. Présent. Safran Pierre. Présent. Combier Marie-Christine. Présent. Océan François. Présent. Germain de Véronique. Présent. François Patrick. Luc Stanislas. Damani Samira. Rosier Sylvie qui a donné procuration à Samira Damani. Fort Aliment Estelle. Présent. Royer Christian. Roche Patricia. Bouguera Nadia qui a donné procuration à Martine Riffard. Bernaja Hélène. Bureau Laurent. Sirvan Eliane. Ranchon Denis. Lavis Christian. Bouvier Mireille qui a donné procuration à Christian Lavis. Alain Dominique. Stella Julie. Murcia Antoine. Et Pézota Christelle qui a donné procuration à Julie Stelle. Porquier Céline. Donc, on va démarrer par désigner la secrétaire de séance qui sera au hasard à l'Iran Estelle. Et nous allons commencer l'ordre du jour. Qui commence par un point de finance, commande publique, travaux de maison de santé pluridisciplinaire. Et je laisse la parole à Madame Rifa Olivier-Martine. Monsieur Lavis, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette délibération se situe dans le cadre des travaux de construction de la maison de santé pluridisciplinaire. Le SDEA, si vous vous souvenez bien, a été désigné mandataire par délibération du Conseil municipal du 19 janvier 2021. C'est le SDEA donc, qui a lancé l'appel d'offres publiques à la concurrence le 8 mars 2022 par publicité sur profil acheteur achatpublic.com et sur le Dauphiné libéré. Cette consultation concerne le marché de travaux qui est lui-même composé en 13 lots pour la construction de la maison de santé pluridisciplinaire. Il s'agit d'un marché sur procédure adaptée dont l'analyse a été réalisée par la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le SDEA. Suite à l'avis émis par la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 12 mai 2022 à 17h30, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution des marchés de travaux pour un montant total de 1 487 382,77 hors taxes. Le projet de délibération se présente comme suit. Donc, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de la commande publique, considérant que la commune de Villiers a décidé la construction d'une maison de santé pluridisciplinaire en centre-ville afin de proposer des locaux mutualisés pour les professionnels de santé implantés ou souhaitant s'implanter sur Villiers, considérant que la MSP regroupera des cabinets médicaux et paramédicaux ainsi que des locaux destinés à des associations œuvrant dans le secteur médico-social et que le projet a été bâti à l'appui d'un projet de santé présenté à l'ARS et porté par un collectif de professionnels, l'association Villiers Santé et l'association Aide à domicile 07. Considérant que la commune a missionné le SDEA pour une maîtrise d'ouvrage délégué à l'appui d'une convention de mandat approuvée par délibération du conseil municipal 2021-002 en date du 19 janvier 2021 et qu'après consultation, un groupement de maîtrise d'œuvre représenté par son mandataire Jérémy Cardinal, architecte, a été retenu par délibération du conseil municipal 2021-057 en date du 18 mai 2021. Considérant que les travaux objet de la présente délibération sont allotis en 13 lots et que le montant total estimé validé à la DPD s'élevait à 1 477 440 hors taxes, considérant que la procédure choisie pour la dévolution des travaux ou les procédures adaptées passées en application des articles L2123-1, R2123-1 et R2123-4 du Code de la commande publique et qu'un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé pour publication sur la plateforme Achat public et au Dauphiné libéré
le 8 mars 2022, avec une date limite de remise des candidatures et des offres au 4 avril 2022. Considérant que les plis ont été dématérialisés et ouverts au SDEA le 5 avril 2022 et que la maîtrise d'œuvre a procédé à l'analyse des dossiers afin d'en vérifier la conformité et d'en établir une présentation analytique, vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres de la commune en date du 12 mai 2022, vu l'analyse des offres et les négociations engagées conformément au règlement de la consultation et par application des critères de règlement de la consultation, engagement technique et délai pour 60% de la note, prix des prestations pour 40% de la note, l'attribution des lots et la suivante. Lot numéro 1, terrassement VRD espace vert, OTG-TP, 160 982. Lot numéro 2, maçonnerie grosseur, cours HTP, 330 042,24. Lot numéro 3, charpente bois, mur à ossature bois, couverture tuile zinguerie, BMS 656 312,33 €. Étanchéité 4G, étanchéité 45 784,22 €. Lot numéro 5, revêtement façade, enduit minéral, SPEF 27 899,34 €. Lot numéro 6, menuiserie extérieure aluminium, occultation, menuiserie des Granges, 127 454,10 €. Lot numéro 7, serrurerie, métallerie, inox avec concept, 107 675,25 €. Lot numéro 8, plâtrerie peinture, piorisant, 160 729,79 €. Lot numéro 9, menuiserie intérieure bois, menuiserie des Granges, 74 132,62 €. Lot numéro 10, carrelage faïence, Angelino, 52 322,33 €. Lot numéro 11, revêtement de sol souple, Lino, 25 512,13 €, offre avec la variante. Lot numéro 12, chauffage, ventilation et conneries sanitaires, Bardé, 141 116,42 €. Lot numéro 13, électricité courant fort et faible, Ardèche-Évêque, 85 420 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la signature du marché par le président du SDEA. Donc je vous soumets cette proposition. Après l'avis de la CAO, le montant total du marché s'élevant à 1 496 382,77 € hors taxe. Et donc, je vous propose l'approbation de ces marchés de travaux et d'autoriser le président de la SDEA à signer tous les documents et agréments qui s'y rapportent. Une question? Oui. Si l'attribution de la plupart des lots de la plupart de l'observation de notre part, nous avons toutefois deux interrogations sur l'attribution du lot 1, qui concerne le terrassement, voirie, espace vert et éclairé. Première question, le détail de la notation des sous-critères entre satisfaisant, moyen, insuffisant et absent, notamment pour le critère méthodologie d'exécution pour chaque phase de l'opération, a-t-il été communiqué aux entreprises dans le règlement de consultation? Parce qu'en fait, ce critère qui a eu pour effet d'éliminer une entreprise vivaroise qui était la mieux disante financièrement, implique par sa méthode de notation entre satisfaisant et moyen 1,5 point d'écart, mais avec le coefficient 6, ça fait en réalité 9 points d'écart. C'est-à-dire qu'un rapport technique qui sur ce critère-là était classé moyen, mais était classé satisfaisant, perdait 9 points. Pour compenser, pour avoir utilisé l'expérience, pour compenser sur le critère prix, ça voulait dire qu'il y avait un écart de prix de 22,5%. Donc ce qui était énorme, pour avoir 9 points d'écart sur le prix, il fallait avoir 22,5% d'écart pour avoir 9 points. Par contre, passer du niveau plus élevé au niveau juste en dessous, au niveau de l'un des sous-critères, c'est perdre 9 points. Donc on s'interroge par rapport au choix de ces critères et cette sous-notation et donc savoir si effectivement elle était connue des entreprises, d'autant que l'entreprise qui a été
écarté au vu de la notation sur le mémoire technique. On connaît la qualité de son travail sur la commune, puisqu'elle est déjà intervenue régulièrement, même si cette entreprise n'est pas professionnelle de la rédaction du rapport technique, on peut considérer qu'elle est professionnelle de son activité. Deuxième question, au moment de la négociation sur le lot 1, le candidat qui a finalement été retenu après cette négociation, était-il au courant qu'il était déjà titulaire du lot 2 qui lui a été attribué sans négociation? Alors, donc sur le lot 1, on ne peut pas dire que l'entreprise TLM a été écartée. Elle a concouru comme tous les autres. Les critères étaient connus, effectivement, 60% de technique, 40% sur l'aspect financier. Vous avez raison de dire que sur l'aspect financier, c'est l'entreprise qui est arrivée, peut-être pas en tête, mais pas loin. Par contre, cette entreprise a eu, comparativement aux autres, une notation inférieure parce qu'elle a présenté un mémoire technique qui était largement inférieur. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le SDEA qui a pratiqué les analyses. Le SDEA, a priori, est neutre, et nous, on n'a pas effectivement contribué à cette analyse-là. Voilà, donc c'est à ce titre-là que l'entreprise TLM s'est retrouvée, d'une part parce qu'elle n'a pas fourni le document technique dans le cadre qui était exigé pour tout le monde, et d'autre part parce que le contenu de son document technique était très faible. Donc vous l'avez tous lu puisque au final TLM a accepté qu'on le diffuse à l'ensemble des membres du conseil municipal. Donc vous l'avez lu, vous pouvez le regarder effectivement. Ce qu'il en est, vous verrez qu'il ne correspond pas à un cadre formaté, il correspond à une candidature un petit peu différente. Donc c'est à ce titre-là que cette entreprise s'est retrouvée, non pas déclassée, non pas écartée, mais elle a elle est du 5e, si je ne dis pas de bêtises, 5e sur 7. Voilà. Par rapport donc à la deuxième question, la négociation qui a été entreprise par le SDEA avec l'entreprise numéro 2 était effectivement complètement transparente et il n'y avait pas d'information sur la possibilité ou non d'obtenir notre lot, effectivement. Oui, monsieur Davis, oui. Les enveloppes des offres des entreprises ont-elles été ouvertes en présence de la commission d'appel d'offres du conseil municipal? Monsieur Davis, il n'y a plus d'enveloppe, tout est dématérialisé. Et c'est donc l'assistance à maîtrise d'œuvre qui l'a fait. En présence de la commission d'appel d'offres du conseil municipal? Bien sûr que non. Elle l'a fait en amont. C'est elle qui a fait le travail technique. La commission a été éclairée par le travail technique qui a été réalisé. Il n'y a plus d'enveloppe comme par le passé, tout est dématérialisé. Dans les faits. Juste un complément pour donner une explication de vote suite aux réponses que vous avez apportées. On vient à préciser des choses, quand je parlais de 22% d'écart sur le prix pour faire 200 d'écart, sur un lot à 180 000 € qui a été estimé par le SDEA, ça fait 43 000 €. C'est pas rien. Donc pour moi, il y a eu manifestement une erreur dans l'établissement des sous-critères de notation du mémoire technique qui fait que finalement tout ne comptait plus un défaut de mémoire technique pour des entreprises locales. On sait que ce n'est pas leur l'habitude de répondre à des marchés publics, contrairement à des plus grands groupes qui sont structurés, ou d'autres qui ont recours à des avocats, etc. pour y répondre. Voilà. Alors certes, c'est une application, c'est pas. Quand vous dites que ça n'a pas été écarté, j'entends que ça n'a pas été écarté volontairement, mais le fait,
comme les autres, comme toutes celles qui n'ont pas été admises à la deuxième phase de négociation, puisqu'il y a plus que 3 entreprises qui ont en négociation. Les autres entreprises ont été écartées et donc cette entreprise-là va livrer à un prix très concurrentiel. Donc nous, on trouve ça dommage. Alors bien évidemment, on va pas s'opposer à cette délibération parce que ce projet de maison de santé est attendu par la population, mais nous, ça, c'est ça. Je voulais juste rajouter aussi, c'est que, étant donné qu'il y a un cadre quand même qui est bien, c'est vrai que c'est le SDEA qui s'en occupe, et c'est un cadre bien spécifique, et que quand on est une petite entreprise, on a quelques difficultés aussi pour pouvoir répondre techniquement. Normalement, la société TLM aurait dû être écartée dès le premier tour. J'ai demandé personnellement, parce que la société TLM n'avait rien envoyé. J'ai demandé à ce que le SDEA, pour ne pas l'écarter au premier tour, puisse contacter la société TLM et qu'il puisse candidater au même titre que les autres. Au bout de plusieurs coups de téléphone, donc TLM a renvoyé un mémoire technique et il a pu candidater sur le deuxième tour. Donc on n'a pas écarté volontairement. Et si on prend sur ces gros marchés, justement le SDEA, c'est pour éviter tout problème et c'était bien clair. 60% sur l'annonce technique et 40% sur le prix. Et je veux dire, nous après, on arrive en commission pour pouvoir, moi-même je n'étais pas à la commission d'appel d'offres, donc on arrive en commission d'appel d'offres pour juger du travail qui avait été fait par le SDEA, avec un cadre bien spécifique. Et après, je veux dire, étant donné que la note technique a été supérieure à la note financière, bien entendu, il y a un écart après qui se creuse. Mais, de par le manque de dossiers qui avaient été rendus dans les temps, comme l'ont fait toutes les autres entreprises, on aurait pu écarter la société TLM au premier tour. Chose que j'ai demandé que ce soit qu'on puisse lui donner une chance et qu'il puisse produire un diplôme. D'ailleurs, je les ai reçus. Je les ai reçus avant, je les ai reçus après, donc je leur ai expliqué et je leur ai dit que même s'ils avaient un problème maintenant pour remplir leur dossier, vous pouvez les aider ou demander, le SDEA est à leur disposition aussi pour aider à compléter ce type de mémoire. Je reconnais qu'il est compliqué quand même pour les petites entreprises, je le reconnais. Si je peux compléter, effectivement ça peut apparaître comme étant un petit détail. Ce n'est pas un détail, parce que là, pour le coup, toutes les entreprises doivent être sur le même pied d'égalité. Et si on passait outre, je pense que toutes les autres entreprises pourraient faire un recours par rapport, effectivement, au fait qu'ils n'ont pas obtenu ce à quoi ils pourraient prétendre, alors qu'on a retenu quelqu'un qui n'avait pas parfaitement répondu à la demande. Donc je pense que par sécurité juridique et pour éviter également les contentieux, on en a déjà suffisamment. Je pense que la situation qui nous est proposée est celle qui doit être retenue. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est défavorable? Qui s'abstient? Donc, avis favorable, moins merci. Donc on passe au deuxième point, sport vie associative avec les subventions aux associations. Et je laisse la parole à Marie-Christine Zonguet. Alors juste avant de commencer, je vous signale qu'il y a une petite erreur dans le texte et que les subventions c'est ART, donc c'est l'oubli, le montant est de 3 500 et la trajectoire, le montant est de 200 €. Et c'est repris dans le tableau du texte. Vu la délibération du Conseil municipal numéro 2022-022 du 23 mars 2022 relative à l'attribution de subventions aux associations pour l'année 2022, vu les deux dossiers de demande de subvention des associations complétés, considérant que la nature des projets associatifs présente un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut légalement aider. Considérant que dans le budget primitif 2022 au chapitre 65, il est prévu la somme de 96 950 € destinée à subventionner les associations, les projets scolaires et les organismes mutuels.
il est proposé au conseil municipal d'attribuer les subventions citées ci-dessus. Culture, trajectoire 200 €. Donc là, je vous appelle à voter. J'aurais une petite question. Donc, je suis venue pour consulter le dossier de trajectoire, mais je n'ai pas vu ce qui motivait l'attribution d'une subvention à cette association. Donc, quel nombre réside sur le billet? Est-ce que je peux avoir un peu plus d'explication? Ils m'ont organisé pour les journées du patrimoine, je regarde mon collègue, les journées du patrimoine, un salon de métiers d'art. Sur l'idée. Tu peux compléter ou non? Oui, c'est donc le personnel président de Nicolas qu'on a reçu avec la première adjointe à la culture, puisqu'il y a un double intérêt culturel et patrimonial, effectivement. Voilà, donc c'est une association qui organise depuis plusieurs années un marché des métiers d'art au niveau départemental. Et donc la proposition, ça a été de le faire survivre cette année au séminaire. Ça représente quand même un gros marché, c'est-à-dire qu'il y a 60 artisans d'art qui viendraient de grande qualité, de toute l'Ardèche, et qui plus est, il y a des possibilités de pérennisation ou en tout cas de poursuite par la suite de ce marché, peut-être d'autres lieux alliés. Je crois que c'est important pour l'attractivité de la commune. Si on arrivait à pouvoir fixer quelques artisans d'art dans ce ancien par exemple, je crois qu'il y a des enjeux assez importants. Donc voilà, ça leur permet, cette somme quand même qui reste modique, de pouvoir solliciter des subventions à niveau des collectivités territoriales supérieures. Donc je pense que c'est un coup de pouce qui est bénéfique à la fois de l'association, mais aussi à l'idée. Donc je vous demande de voter pour cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour, merci. Et pour l'association ART, donc c'est le une subvention de 3 500 €. Donc, si vous avez des... Oui. Pas de question, mais simplement pour transmettre les situations au nom d'un groupe à ce club de rugby qui porte haut et fort les couleurs de Vivier et qui est aujourd'hui toujours qualifié dans le cadre de la phase finale du championnat. Oui, ils ont gagné dimanche dernier à la Bastille de Beauvoir, les 8e de finale. 28 à 23 au deuxième. Donc je vous appelle à voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour aussi. Donc on va passer au point 3 qui est la ressources humaines et création de communauté sociale territoriale commune entre la commune et le CCAS. Alors je précise au membre du conseil municipal que les articles F251-5 à F251-10 du Code général de la fonction publique prévoient qu'un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité social territorial commun compétent à l'égard des agents de la collectivité, de l'établissement ou des établissements à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Le maire appelle l'intérêt de disposer d'un CST commun compétent pour l'ensemble des agents de la collectivité et du CCS, compte tenu des liens étroits entre les deux structures et de la nécessité de disposer d'une seule instance pour l'examen des questions intéressant les services et impactant les agents. Les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé au 1er janvier 2022. Commune de Vivier, donc égale à 52 agents. CCS de Vivier, 2 agents, 35,19% d'hommes et 64,80% de femmes. Je ne vous expliquerai pas les 19% d'hommes et les 81% de femmes, mais bon. Permettre la création d'un comité social territorial commun. Ainsi, il est proposé à l'ensemble la création d'un comité social territorial unique, compétent pour les agents de la commune et du CCAS.
Donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de la création d'un comité social territorial unique compétent pour les agents de la commune et du CCAS, de fixer le nombre de représentants du personnel au sein du CST et de 3 titulaires et 3 suppléants, et de fixer le nombre de représentants de la collectivité au sein du CST à 3 titulaires et 3 suppléants, et d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. Donc bien entendu, c'est ce qui remplacera le CT, le CHSCT que nous avions par le passé. Maintenant, nous n'aurons plus qu'un organe délibérant qui regroupera l'ensemble. Donc, qui est contre? Oui. Oui, juste une petite question. L'avis des représentants de la collectivité, maintenant facultative depuis la fin du tarif. Donc on a effectivement le choix soit de le maintenir, soit de ne pas le solliciter. Moi, j'avoue que je m'interroge par rapport aux des dossiers qui sont préparés par la collectivité, qui sont bien évidemment défendus par ses représentants au sein du comité social territorial. Quel est le sens de recueillir l'avis des représentants de la collectivité, sachant que celui-là compte pour du beurre et que seul compte finalement l'avis des représentants du personnel. Il n'y a que qui, avec un vote unanime défavorable, peuvent avoir une action en demandant un réexamen d'un dossier. Oui, mais en même temps, ce sont bien souvent les mêmes représentants, et puis ça nous permet aussi d'avoir qu'un seul organe délibérant, et étant donné que nous, quand on fait un CT, on fait forcément un CHSCT derrière, c'était pour cumuler justement, je trouve que c'est une bonne chose au contraire, d'avoir uniquement une seule réunion pour l'ensemble des... Non, c'est pas là-dessus la question. Je vous avais pas bien Non, le CST qui remplace le CD, c'est la CST, oui. Non, c'est sur le fait, c'est la dernière ligne de la délibération, c'est d'autoriser le recueil de l'avis des représentants de la collectivité. En fait, c'est effectivement, on va dire dans la délibération si on l'autorise ou pas, parce qu'il n'y a rien d'oblige à le recueillir. Et moi, je voulais savoir s'il y avait une motivation particulière sur le fait de solliciter l'avis des représentants de la collectivité, parce que forcément, les représentants de la collectivité qui sont les représentants de la majorité désignée par l'arrêté municipal ne vont pas aller contre un projet qui serait porté par la commune au sein de l'instance. C'est un petit peu donc l'intérêt de faire voter pour systématiquement les 3 représentants de la collectivité n'a pas beaucoup d'importance. Et moi je trouve c'est finalement mieux de se contenter, de se focaliser sur la vie des représentants du personnel. Oui, mais c'est sur cette délibération qu'on autorise le recueil de l'avis des représentants de la Mais on pourrait ne pas le faire. On pourrait ne pas le faire, mais bon, après, ça ne mange pas de pain. Ça mange pas de pain, mais ce sera pour nous. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc, nous allons passer présentation des décisions du maire adoptées du 18 mars au 17 mai 2022. Donc, 2022-015. Du 22-03 du commande publique MAPA 2022 MT01 aménagement du cheminement de la place de la plaine vers le PVR de Château-Vieux, travaux de revêtement de sol pour un montant de 130 500 € TTC. 2022-016 du 31-03-2022 secrétariat général avenant numéro 4 à la convention d'occupation précaire et temporaire du domaine privé communal de Viviers ZA de Saint-Aul. Durée du 1er avril au 31 décembre 2022. 2022-017 du 04-04-22 état civil reprise des concessions funéraires arrivées à échéance ou abandonnées ou en terrain commun 14 concessions. 2022-018 du 8 avril 2022 service urbanisme bail locatif garage box numéro 3 6 place de l'Esplanade lieu dit Faubourg Lacroix à M. Guigny à Nice durée 3 mois renouvelable loyer mensuel 56 €. 2022-019 du 15 avril 2022, Direction générale, demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle, montant de la subvention sollicitée 320 000 €. 2022-020 du 29 avril 2022, service port environnement cadre de vie, tarifs communaux, port de plaisance, forfait limité bateau, électricité, accès sanitaire au Wi-Fi. Pour ces différents accès, 3 €. Maintenant, nous allons passer
aux questions orales, puisqu'il y avait 2 questions orales, et je vais laisser la parole à M. Christian Lalisse. Alors, une étude sur le projet de nouvelle EHPAD, plusieurs articles de presse ont récemment mentionné de vives tensions au sein de l'hôpital intercommunal de Mont-Saint-Andéol-Viviers et la demande de départ du directeur délégué. Au-delà du règlement de ces difficultés, qu'il convient de traiter rapidement pour le bien des personnels, des résidents et de la famille, et je ne doute pas que toutes les parties prenantes sauront prendre les décisions qui s'imposent, je veux vous faire part de mon inquiétude sur le risque que cela pourrait faire peser sur le projet de nouvelle EHPAD. Aussi, pouvez-vous nous rassurer sur la situation financière de l'établissement et sur sa capacité à mener humainement dans les délais prévus le projet de construction d'une nouvelle EHPAD de domicile? Alors, je laisse la parole à Martine Montin. Monsieur Lalisse, permettez-moi de trouver cette question particulièrement singulière. Vous faites un lien direct entre un conflit interne au centre hospitalier intercommunal de Saint-Andéol-Viviers et un risque supposé pour la construction d'une nouvelle EHPAD. À l'analyse, ce lien me paraît plus qu'étonnant. Une action syndicale qui se veut par définition responsable ne saurait d'une manière ou d'une autre contribuer à retarder, voire compromettre un projet aussi indispensable pour nos aînés et les personnels. Mais ce n'est sans doute qu'un raccourci un peu osé. Dans ce conflit d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé qu'un seul syndicat, FO en l'occurrence, est partie prenante. Les 2 autres syndicats représentés à l'hôpital ne prennent pas part à ce conflit, qui est avant tout un conflit de personnes, même s'il se nourrit de quelques dossiers épineux d'agents en arrêt maladie, certains depuis fort longtemps, non solutionnés depuis des années, avant que le directeur délégué ait pris son poste. À son niveau, le directeur général, qui est le directeur du centre hospitalier des Portes de Provence, a pris en main avec beaucoup d'engagement ces dossiers et il s'entoure pour cela des conseils juridiques nécessaires pour les solutionner au mieux des intérêts des agents et de l'hôpital, compte tenu de leur complexité qui s'est encore accrue au fil du temps. Concernant le projet de reconstruction de l'EHPAD, la nécessité de cette reconstruction ne fait pas débat. Que ce soit au niveau de la population, au niveau des agents hospitaliers, au niveau des résidents, de leur famille, au niveau du conseil de surveillance de l'hôpital et bien évidemment au niveau de notre conseil municipal qui s'est engagé en cédant le terrain d'implantation. Du côté des financeurs, que ce soit l'ARS ou le conseil départemental, ce projet ne fait pas non plus débat. Et la situation financière présente et projetée sur les années à venir de l'établissement permet d'avancer résolument vers sa réalisation. Il y a une deuxième question orale qui est concernant la sécurité routière au 4 chemins, posée par M. Dominique Allais. Le mardi 26 avril dernier, un accident au niveau du pont SNCF a coûté la vie à un retard de 39 ans. Cet accident mortel nous rappelle la dangerosité de cet endroit qui comporte également un arrêt de bus très fréquenté, avec une limitation de vitesse à 50 km/h qui est très peu respectée. Les démarches avaient été entreprises dans le précédent mandat pour obtenir de l'État la mise en place d'un radar afin de sécuriser ce lieu et ainsi mieux protéger les nombreux jeunes qui s'y rendent pour prendre le gare. Mais le préfet de l'époque n'avait pas répondu favorablement à cette demande. Or, l'article L130-9 du Code de la route vient d'être modifié et permet désormais aux collectivités territoriales et aux gestionnaires de voirie d'installer des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, c'est-à-dire les radars. L'installation nécessite un avis favorable du préfet du département après consultation de la commission départementale de la sécurité routière sur la base des études d'accidentalité portant sur les sections de route concernées. Nous ne doutons pas qu'au regard du dramatique accident survenu fin avril, le préfet pourrait émettre cette fois un avis favorable. Aussi, nous vous interrogeons afin de connaître la volonté de la commune, du département, gestionnaire de la voirie départementale, de mettre en œuvre cette nouvelle possibilité qui permettrait de sécuriser la route du bus et le passage sous la route. Alors je laisse la parole à Patrick François. Oui, donc j'ai pas mal écouté votre petite réponse. Il est important de signaler en premier lieu que la route que vous évoquiez est une route départementale. Pour autant, la
municipalité actuelle a pris à bras le corps le sujet de la sécurité sur l'ensemble de la commune depuis son arrivée. Ainsi, les services de l'État, à savoir le préfet en charge de la sécurité et le service des routes du département en charge des routes, ont été rencontrés à plusieurs reprises pour étudier les zones très risquées sur la commune en termes de sécurité routière et chercher des solutions adaptées à chaque secteur. Le pays est là pour le confirmer. Car il n'y a pas que le pont SNCF qui est accidentogène, il n'y a pas que la vitesse qui est en cause de ce drame. D'ailleurs, concernant l'accident mortel du 26 avril, il ne s'agit pas d'un problème de vitesse. Imposer un ordre de contrôle de vitesse est donc une solution parmi d'autres à étudier, en fonction de l'analyse faite par l'ensemble des services, afin d'être efficace, enfin en termes de prévention. Depuis que nous sommes en classe, des discussions sont en cours avec les services de l'État et les services du département concernant les différents lieux de dangerosité à traiter sur la traversée de notre commune. Notamment la sortie du carré de Roche-Comrie, la ligne droite de Longravous, sur la 107, et le virage de Bourgogne, et bien d'autres points sur la ligne. Pour en revenir au cas chemin, les abribus sont signalés soutenus par des panneaux flash, et la route est limitée à 50 km/h. Malheureusement, ce n'est qu'après ces accidents qu'ont été posés des panneaux signalant la dangerosité de ce virage sous le pont de la Rosette. La sécurité est une préoccupation de notre municipalité. Alors effectivement, je compléterai en disant qu'on est en train d'étudier, c'est depuis l'année dernière, puisque malheureusement, dès qu'on arrive aussi au beau jour, il y a pas mal d'accidents aussi sur d'autres routes avec les motards, puisqu'on en a eu pas mal l'année dernière. On est en train d'étudier pour voir, pour essayer de ralentir, soit un rond-point, soit un giratoire, soit... Alors, je tenais aussi à préciser que le radar qui est de l'autre côté du pont, c'est pas Madame le maire qui l'a pu mettre, puisque pas mal se sont fait fâcher. Je signale quand même à ceux qui ne sont pas au courant, c'est que de l'autre côté du pont, c'est la Drôme. Donc Madame le maire n'a aucun pouvoir de l'autre côté du pont. Donc il faut arrêter de dire que j'ai mis ça pour embêter. Parce que là aussi, on demande de mettre des radars, on demande de mettre des ralentisseurs, les premiers qui sont en train de venir de nous demander ce genre de choses, quand ils se font flasher, hop, ils ne veulent plus radar. Donc voilà. Et il y a aussi la dangerosité et la circulation infernale, je le redis encore une fois, et chaque fois que je vois monsieur le préfet, je lui rappelle infernale sur la 86, où on n'en peut plus, les gouvernements n'en peuvent plus, et c'est hyper dangereux. On a eu encore un problème aussi, bon, il n'y avait pas de blessés, où il y a un camion qui a quand même emporté la verrière du restaurant L'Horloge aussi, qui est monté sur le trottoir. Donc on va essayer de mettre des barrières pour essayer de protéger aussi certains commerces. Et parce que la déviation du Teil a pris aussi un certain retard, et c'est quand même les Guillermois qui se prennent tous ces inconvénients. Alors je comprends très bien. Mais voilà, donc on y travaille. Effectivement, on les a rencontrés à plusieurs reprises et donc on va essayer de trouver une solution qui soit pérenne et que l'on puisse, parce qu'il n'y a pas que cet abribus-là qui est très dangereux. Parce que quand vous avez votre abribus aussi à Longravous, vous avez des gamins qui n'ont même pas de trottoir pour pouvoir circuler, cheminer jusqu'à leur abribus. Donc là aussi, on est en train de voir ce qu'on pourrait faire pour mettre en protection ces enfants qui vont à cet abribus, et on a fait jouer encore une nouvelle réunion et voir ce qu'on pourrait faire d'ici la rentrée autre, parce qu'effectivement c'est pas mal. Voilà, donc plus rien n'étant à l'ordre du jour, le conseil municipal se termine de tout, vous pouvez le voir ce soir. Bonne soirée à tout le monde.